Donc, rebonjour à tout le monde. Et là, on va commencer le symposium. Et avant de commencer, j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire mon ami Nejmeddine Chahidi. Professeur Nejmeddine Chahidi, c'est un éminent rythmologue international au sens propre du mot, puisque c'est un Marocain qui a fait ses études à Bordeaux, qui a atterri après au Canada pour terminer le perfectionnement en rythmologie, retour en France pour devenir le chef de service d'unité de rythmologie au CHU de Limoges. Et actuellement, c'est le rythmologue interventionnel qui exerce à une clinique privée du roi Faisal à Riyad, l'Arabie Saoudite. Et c'est un ami très ancien de la Tunisie qu'on on a eu l'occasion de le voir, de l'inviter parmi nous à plusieurs reprises. Ça c'est pour Dr Nejmeddine. Dr Nejmeddine Chahidi, il va intervenir pour animer un symposium proposé par les laboratoires Boston Scientific Attribute, que je les remercie de nous offrir cette occasion pour parler d'un sujet très innovant, très intéressant, puisqu'on va parler d'une nouveauté qui est l'électroporation. Et en Tunisie, j'ai l'honneur de dire et d'annoncer que cette nouveauté existe déjà chez nous dans 2 centres de rythmologie bien renommés, avec des experts rythmologues. Le premier est à l'hôpital Rabta, le CHU Rabta, avec mon ami qui est à côté de moi, avec laquelle j'ai l'honneur de modérer cette séance, qui est professeur Sanaweli. Et le deuxième centre, c'est un centre privé à Sousse, avec mon ami Dr Slim Qassem à la clinique Salem. Donc, je vous cède la parole, mon ami Nejmeddine Chahidi, pour parler de Pulsed Field Ablation, a game changer in the treatment of atrial fibrillation. Merci beaucoup, chère Selma. Et effectivement, je suis un très bon ami au docteur Selma. C'est elle qui m'a fait découvrir la Tunisie. C'est elle qui m'avait invité la première fois ici au congrès tunisien. Et l'histoire remonte à plus de 10 ans déjà. Je remercie également mon ami Sana et puis tous les modérateurs que je connais très bien. Ça me va droit au cœur d'être parmi vous en Tunisie, ici, non seulement pour la qualité humaine des Tunisiens, leur hospitalité, mais aussi pour la qualité scientifique des congrès. J'ai toujours été impressionné. Et puis, je suis originaire du Maroc. Quand je suis en Tunisie, ça me permet de sentir le parfum du Maroc qui est pas très loin. Merci à Boston Scientific pour organiser la réunion. J'ai assisté à des sessions magnifiques depuis hier. Alors, il y a eu notamment une session sur l'intelligence artificielle où l'équipe du professeur Bahloul avait montré un truc, mais vraiment, ça m'avait stupéfait. Ils sont en train d'établir un score tunisien dans l'AVC cryptogénique pour voir quel patient finalement on pourrait cibler pour détecter de la fibrillation atriale. Chapeau, j'ai été vraiment impressionné par l'équipe, c'est des jeunes et le cerveau foisonne avec pas mal d'idées et ils ont dans leur équipe un ingénieur, donc félicitations pour leur travail, j'espère que ça va être publié. Donc on m'a demandé aujourd'hui de parler sur une nouveauté qui est le PFA. Au fait, c'est le traitement par champ pulsé de la fibrillation atriale. Et on m'a demandé, est-ce que ça va changer la donne dans notre traitement de la fibrillation atriale? La réponse d'emblée, je vais vous dire, oui, ça a déjà changé la donne. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, en guise d'introduction, c'est une innovation. Je ne sais pas si je dois dire, et vous allez comprendre pourquoi j'hésite pour utiliser le terme d'innovation, mais en tout cas, c'est une nouveauté concernant le traitement de la fibrillation atriale. Et puis, dans un futur très proche, au-delà de l'oreillette, les arythmies ventriculaires vont être également concernées. Traditionnellement, ce qu'on a utilisé jusque-là, c'est des énergies thermiques, la radiofréquence et la cryo. Et puis, là, on a eu la chance d'avoir maintenant le PFA qui correspond à l'électroporation. Je vais expliquer les données de l'électroporation.
Alors, pourquoi j'hésitais tout à l'heure pour dire c'est une innovation? Vous voyez, déjà, dans le début des années 80, on a utilisé cette technique pour essayer d'inoculer du matériel génétique dans des cellules de souris. Et au fait, l'électroporation, tout simplement, on rend la membrane de la cellule perméable pour soit en sortir du matériel ou faire rentrer du matériel. Et déjà, dans le milieu des années 2000, on a commencé à s'intéresser à cette technique pour ablater du tissu atrial. Et la première ablation au niveau de l'oreillette remonte à 2007. Bien sûr, c'était dans le cadre d'investigation. Et puis, bon, c'était expérimental chez l'animal. En 2011, les premières isolations des veines pulmonaires. Et puis, la première application chez l'homme en 2018, avec une publication que je vais vous montrer. Et depuis, ça n'a pas arrêté. C'est une technique avec une évolution exponentielle dans l'ablation de la fibrillation atriale. Alors, quand je dis, j'hésite pour dire innovation, peut-être certains de vous ici, les plus anciens, reconnaîtront les noms qui sont à l'origine de ce papier. Au fait, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a découvert. L'histoire de l'ablation a démarré de la manière suivante. Le docteur Wedel, qui est le premier auteur de cet article qui est en bas, était en train de faire une exploration électrophysiologique à un patient qui faisait de l'attaque cardio-ventriculaire récalcitrante. Et donc, le patient avait reçu plusieurs chocs. Et ils avaient un cathéter qui était positionné au niveau du his. Et quand ils ont délivré le choc, donc l'électrode métallique qui se trouvait sur le his a explosé le his et le patient s'est retrouvé en BAV. Et donc, ils ont eu l'idée, ils ont dit, bon, voilà, si on a des effets rebelles à l'époque pour lesquels on ne pouvait rien faire, on peut peut-être implanter un stimulateur cardiaque et puis faire une ablation de ça. Ça s'appelait à l'époque une fulguration et ça correspondait déjà à de l'électroporation. Voilà, alors le mécanisme est le suivant. Vous voyez sur la gauche de la diapo une membrane cellulaire intacte et dès qu'on commence à délivrer un champ pulsé électrique, on va créer un pore, hein, c'est la deuxième étape, et puis ensuite le pore va s'agrandir. À ce stade, la lésion créée est irréversible. En montant un peu l'énergie, on crée donc une lésion qui est complètement irréversible. Finalement, on entraîne une mort cellulaire. Alors pourquoi les électrophysiologistes se sont intéressés à ça? L'idée derrière, pour les non-rythmologues, l'idée derrière l'isolation des veines pulmonaires, c'est qu'on crée un barrage autour des veines pulmonaires, soit par la cryo, on gèle, par la chaleur, ou maintenant par l'électroporation. Et donc, on essaye de contenir la fibrillation dans la veine pulmonaire, quand bien même elle continuerait à fibriller. Du fait d'avoir créé ce barrage, l'oreillette est protégée avec ça. C'est ça l'idée. Alors, le champ pulsé, c'est beaucoup de paramètres. Hein. C'est pour ça que ça a mis autant de temps. Vous voyez, depuis le début des années 80, où ça avait démarré les investigations, à l'application en 2018, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu traiter tous ces paramètres. La durée du champ pulsé, l'orientation du vecteur électrique, est-ce qu'on va utiliser du monophasique, du biphasique, du bipolaire, du unipolaire, etc. Le but, enfin, c'est de traverser la membrane cytoplasmique avec ce champ pulsé. Et voyez sur la cellule en haut à droite, on a créé des pores. Et donc, finalement, tout le matériel à l'intérieur de la cellule va sortir. Et donc, il y aura une mort cellulaire. Alors, les énergies thermiques qu'on a utilisées jusque-là, c'est-à-dire la cryo ou la radiofréquence, ils ont l'inconvénient de ne pas être sélectifs pour le tissu myocardique. Et vous voyez, dans les structures de voisinage, on peut avoir l'œsophage qui est juste à la paroi postérieure des veines pulmonaires, ou alors il y a le nerf phrénique qui a une relation intime avec l'oreillette. Et donc, si la radiofréquence ou la cryo touche ces structures, on peut avoir la fistule atrio-œsophagienne qui est létale, hein, pour dire la vérité. C'est exceptionnel qu'un patient s'en sorte. Et il y a l'atteinte du nerf phrénique que l'on ne voit pas beaucoup avec la radiofréquence, mais qu'on voit avec la cryo. L'avantage du champ électrique pulsé, c'est qu'il préserve les structures avoisinantes. Donc, il n'y a aucun risque pour endommager l'œsophage ou toucher le nerf phrénique.
Alors, ça ne va pas sans quelques complications hein, que je mentionne d'emblée. Le nerf phrénique, finalement, peut être touché, mais c'est immédiatement irréversible. À ce jour, il n'y a jamais eu de décrit une paralysie phrénique permanente. L'hémolyse, parce que, comme on a dit, on crée des pores dans la cellule, donc des globules rouges, si on crée une hémolyse, ça peut provoquer de l'insuffisance rénale. Le spasme coronaire, ça, il faut y penser. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on évite de travailler à proximité des trajectoires des artères coronaires. Voici les études. Hein. La slide est très chargée. Au fait, en bas, vous avez les études précliniques et en haut, les études cliniques. Et vous voyez, ça s'est intéressé surtout à la fibrillation atriale paroxystique par isolation des veines pulmonaires. Voici le matériel qu'on utilise. Alors, celui en haut à gauche, hein, donc A et B, c'est le plus abouti. Et c'est celui que vous avez aujourd'hui dans 2 centres, comme l'a signalé le docteur Selma, c'est le FARAPULSE. Les autres sont encore sous investigation, mais ils ne devront pas tarder à arriver. Alors ici, c'est tiré de Europace de cette année. En haut à droite, en bleu, c'est ce qui est encerclé en bleu, c'est le FARAPULSE, le système de Boston Scientific, et à côté, le système de Medtronic. Ils ont déjà eu l'approval, aussi bien des États-Unis que le marquage CE de l'Europe, donc ils sont utilisés. Et les autres, aujourd'hui, vous voyez, c'est une ribambelle de cathéters qui est en train, toutes les compagnies sont intéressées par ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, on va avoir énormément de choses. Et voyez, je vous ai dit tout à l'heure que la première utilisation, la première publication, c'était en 2018. On a commencé par quelque chose comme 1000 patients et en peu de temps, rarement avec une thérapie, on a vu une évolution exponentielle. Vous voyez, en 2024, on a déjà dépassé 50 000 patients qui ont déjà été traités par cette technique. Alors, le FARAPULSE, il est d'une simplicité incroyable et aujourd'hui, nous, dans notre centre, on n'a plus besoin que le technicien soit avec nous, l'infirmier qui travaille avec moi ou le cardiovasculaire technicien qui est avec moi, qui appartient à l'équipe, il est formé à ça et la courbe d'apprentissage, elle est vraiment très rapide. La console est très, très facile. Je valide et je délivre le traitement. Aujourd'hui, tel qu'il est, et j'insiste sur ce point, il est dédié à l'isolation des veines pulmonaires. On a commencé à l'utiliser en dehors de cette indication, mais c'est à nos dépens. S'il nous arrive quoi que ce soit, on n'est pas couvert. Mais aujourd'hui, c'est juste l'AFA paroxystique, l'isolation des veines pulmonaires ou l'AFA persistante qui n'est pas de longue durée. Alors, il y a un cathéter qu'on utilise à l'intérieur de l'oreillette gauche après le transseptal qui s'appelle le FARADrive, qui accepte donc cet autre cathéter-là à la droite de la diapo avec une seule manette qui est en jaune. On l'ouvre ou on le ferme pour créer 2 formes pour permettre de traiter la veine pulmonaire, soit la forme dite en basket, un espèce de ballon, et donc ça va permettre une isolation ostiale sans pour autant créer une sténose des veines pulmonaires, ou alors la forme en fleur pour faire une isolation entrale très large autour de la veine pulmonaire. Et au fait, l'idée, c'est qu'on commence souvent par la forme basket et on fait 2 applications, puis une rotation pour couvrir tout l'ostium, et puis la forme fleur. On fait exactement la même chose au niveau de la région entrale. Et voici comment on tourne la forme en fleur. C'est juste des petits mouvements ne dépassant pas 30 degrés. Pour voyez, à droite, on fait une lésion circonférentielle large, entrale, vraiment complète autour de la veine pulmonaire. Voici comment ça se présente en radiographie, en scopie. Alors, on le fait juste comme ça, c'est un transseptal. On peut le faire juste avec un cathéter, on n'a même pas besoin du sinus coronaire. Là, ici, sur l'image de gauche, on est en train d'isoler la veine pulmonaire supérieure gauche, et puis de l'autre côté, on a l'image à droite. Et voyez sur les signaux électriques, ce que vous voyez à gauche. Enfin bref, les signaux électriques, après les gros pulsations, les 5 pulsations qui sont délivrées en 2 secondes, le signal électrique des veines pulmonaires disparaît instantanément.
Alors, ça peut être utilisé ou pas avec un système de cartographie. Nous, le système, ça alourdit les choses et puis ça implique un coût. Nous, on l'utilise dans des cas particuliers. Voici la première publication par Vivek Reddy, Mount Sinai à New York. C'est lui le premier qui a sorti le papier. Pas un grand nombre de patients, mais c'était juste pour montrer la faisabilité, la sécurité d'utilisation et l'efficacité de la technique. Alors, ça a été fait, cette étude, dans 2 centres, 22 patients. 15 patients ont eu une ablation endocardiaque et puis 7 patients ont eu une ablation épicardique. Alors, l'isolation des veines pulmonaires, vous voyez, le succès était de 100%. En phase aiguë, toutes les veines pulmonaires ont été parfaitement isolées avec 3 applications par veine pulmonaire. Durée de procédure environ 1 heure, mais la durée de la présence du cathéter à l'intérieur de l'oreillette gauche ne dépasse pas 15 minutes, 20 minutes maximum, ce qui nous simplifie énormément les choses en termes du risque thromboembolique durant une procédure dans l'oreillette gauche. Alors, les chirurgiens, ils adorent faire ce qu'on appelle la boxe, c'est-à-dire le mur postérieur, ils l'isolent complètement, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont rapporté donc leur première expérience. Ils avaient couplé ça à la cartographie. Et vous voyez en haut, c'est donc l'ablation endocavitaire. En violet, c'est le tissu atrial sain. Et les veines pulmonaires qui sont colorées en rouge, c'est-à-dire qu'ils ont été ablatées, ça c'est endocavitaire. Et en bas, c'est par voie épicardique. Et vous voyez que le chirurgien n'a pas fait dans le détail. Les veines pulmonaires en gris, c'est une mort cellulaire. Il n'y a pas que les 4 veines pulmonaires, mais il y a le mur postérieur aussi qui a été parfaitement isolé. L'étude que tout le monde attendait, c'est l'étude ADVENT. C'est comparer le PFA, le champ pulsé, aux énergies thermiques, c'est-à-dire la cryo et la radiofréquence. Donc, ils ont pris quelque chose comme 600 patients, âge moins de 75 ans, et ils présentaient de la fibrillation atriale paroxystique. Et donc, ils les ont séparés en 2 groupes. Un groupe, soit soit cryo, soit radiofréquence, et l'autre groupe, le PFA. Voici le résultat. C'est bien évidemment, comme c'est une technique nouvelle, le design, c'était un design de non-infériorité et donc le PFA s'est montré non inférieur à la cryo et à la radiofréquence pour traiter la FA paroxystique, que ce soit en termes de succès, les taux de complications pas plus. Et la conclusion, c'est ce que j'ai dit, un taux de succès qui est excellent avec très peu de complications. Alors, on passe, après les études randomisées, on passe au registre et vous voyez l'étude manifeste 17 cas. Le cas, c'est pour dire 17 000 patients. Cette étude a inclus 17 000 patients. Et donc, on a regardé la safety et vous voyez en bleu foncé, là, à partir de la gauche, pas de lésion œsophagienne, pas de sténose des veines pulmonaires, pas de paralysie phrénique. Les autres en bleu clair, c'est les complications qui ne sont pas majeures, 1 à 2%, mais quand même, elles sont là, qui sont liées soit à la radiofréquence ou à la cryo. Il y a eu un autre registre qui est Euphoria, 7 centres européens, 42 opérateurs, et ils ont eu l'intelligence de mettre ça entre les mains d'électrophysiologistes chevronnés, expérimentés, et d'autres qui étaient vraiment débutants pour voir la faisabilité. Ils ont inclus 1200 patients et voyez l'efficacité en phase aiguë, 100% des veines pulmonaires ont été isolées en moins d'1 heure avec un taux de complication qui ne dépassait pas 1,7%. Au fait, il y a eu une tamponnade, pour ainsi dire, sur les 1200 patients, mais la tamponnade n'était pas directement liée au PFA, elle était liée au cathétérisme, au transseptal dans l'oreillette gauche. Concernant la durabilité, parce que finalement c'est ça ce qui nous intéresse, la durabilité de l'isolation des veines pulmonaires, à 1 an, 80% des patients traités pour FA paroxystique, leur rythme sinusal se maintenait, et même pour la FA persistante,
66% des patients ont maintenu leur rythme sinusal. Et même pour la FA persistante longue durée, 67% des patients ont vu leur rythme sinusal se maintenir. Alors, concernant la durabilité, parce que vraiment c'est un point qui est important, c'est bien d'avoir une isolation en phase aiguë, mais il faut que ça dure dans le temps. Et ils ont regardé veine par veine, lesquelles veines qui finalement peuvent se reconnecter. Et vous voyez, c'est lorsqu'il y a des anatomies particulières, lorsqu'il y a un tronc commun, particulièrement le tronc commun gauche, c'est-à-dire au lieu d'avoir deux veines pulmonaires gauches séparées, elles se jettent dans un seul tronc commun. Et là, quelle que soit la technique d'ailleurs, il faut apprendre comment dealer avec cette anatomie-là. Mais tout de même, quand même, il y a une durabilité qui est juste extraordinaire sur un grand échantillonnage de patients. Toujours sur la durabilité, il y a eu une méta-analyse. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur la durabilité. Et donc, on a fini par avoir la méta-analyse. En haut, vous avez le PFA, traitement par cryo, par radiofréquence. On a inclus même, il y a des équipes qui utilisent le laser. Et vous voyez, numériquement, le PFA fait mieux que les autres, mais pour en être, ce n'est pas sorti significatif. Mais c'est très rassurant concernant la durabilité. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le champ électrique, lorsqu'il est délivré, il y a plusieurs paramètres. Je vais pas tous les citer. Je les ai cités tout à l'heure sur les premières diapos. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez utilisé un cathéter, en Tunisie, comme nous, on a utilisé aujourd'hui le Farapulse. Ça ne veut pas dire que les autres cathéters qui sont en train d'arriver vont être la même chose. Il y a un cathéter, il y a un PFA, ils ne se ressemblent pas du tout. Et c'est pour ça, vous voyez, le design, il est complètement différent. Et donc, c'est pour ça, l'exigence aujourd'hui, avant d'avoir l'approval de l'FDA ou le marquage CE, il faut qu'ils répondent à un cahier de charges qui est bien établi, l'efficacité en phase aiguë, la durabilité, et puis la safety. Maintenant, on sait que on a fini la procédure, on rentre chez soi, on va dormir tranquillement, parce qu'on sait qu'il n'y a pas le risque d'atteinte de l'œsophage, il n'y a pas le risque de l'atteinte du nerf phrénique, donc c'est normal que ça figure dans le cahier des charges. Alors, technique très prometteuse, en fait, j'hésite, elle est déjà là, elle a tenu ses promesses. Une durée très courte, une efficacité mais vraiment importante, ça préserve le tissu myocardique avec un taux de complication minime. Pourquoi la procédure est rapide? Je discutais tout à l'heure avec j'ai fait la connaissance d'un des premiers cardiologues de Tunisie, on a discuté et je lui racontais que quand j'étais à Bordeaux, au fait, j'ai assisté aux premières ablations de FA avec le professeur Eisager. Et au fait, pour isoler les veines pulmonaires, ça pouvait prendre quelque chose, 8 à 10 heures de procédure. C'est énorme. Et il n'y avait pas de système de cartographie ni rien. On faisait tout ça. Tout ça était basé sur la scopie. Et donc, en 20 ans, au fait, il ne serait jamais venu à l'idée de personne qu'on peut isoler une veine pulmonaire en 2 secondes. Parce que ce que vous voyez ici sur cette diapo, en bas, donc c'est la veine pulmonaire qui est très active. Le gros trait noir, c'est qu'on a délivré le traitement, le champ pulsé, et immédiatement, la veine est isolée. C'est juste spectaculaire. Et c'est pour ça donc le PFA fait beaucoup de bruit et donc il y a une publication très très riche concernant ce sujet. Concernant la préservation des structures avoisinantes, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Encore, l'équipe bordelaise, ils ont fait un travail qui est monstrueux et c'est vraiment ça a été très très bien fait. Et vous voyez ici les images, ça vous montre l'oreillette. Et donc, le pourtour de l'oreillette, notamment autour des veines pulmonaires, la partie blanche, c'est le late gadolinium enhancement, c'est la fibrose qu'on a créée avec nos cathéters. Donc, ça touche non seulement l'oreillette, mais vous voyez, l'œsophage, il est derrière, il est touché. Il est presque systématiquement, je dirais, touché, mais c'est des lésions infracliniques. Lorsque ça devient clinique, c'est qu'on a créé la fistule atrioœsophagienne qui, comme j'ai dit, est souvent fatale. Et donc, vous regardez, avec la cryo, l'œsophage est touché. Avec la radiofréquence, l'œsophage est touché.
Mais vous voyez bien qu'avec le PFA, l'œsophage qui est derrière, il n'est absolument pas touché. Et donc, ce n'est pas une vue d'esprit, cette cardiosélectivité du PFA. Le mécanisme n'est pas complètement élucidé, mais c'est vrai que ça nous aide beaucoup. C'est très rassurant concernant l'œsophage et puis le nerf phrénique. La sténose des veines pulmonaires, vous voyez en haut, c'est radiofréquence, en rouge, donc c'est pré-ablation, en bleu, c'est ablation, et on voit donc sur l'image là-bas qu'on a créé une sténose d'une veine pulmonaire. Ça se voyait surtout au début, lorsqu'on traitait la veine à son ostium. Ça peut se voir encore, pas uniquement avec la radiofréquence, mais ça a été rapporté avec la cryo, mais jamais au jour d'aujourd'hui avec le PFA. Vous entendrez parler du spasme coronaire. C'est lorsqu'on a commencé, l'image en A ici, cette équipe est en train d'isoler l'isthme mitral. C'est pour les FA persistantes, c'est une zone qui est très arythmogène, et donc ils ont utilisé, et donc vous savez, l'isthme mitral, vous voyez le sinus coronaire à proximité, donc l'artère circonflexe est juste en dessous, et donc ils ont démontré qu'ils pouvaient générer du spasme coronaire. Il y en a qui l'ont utilisé d'ailleurs sur l'isthme cavotricuspide du côté droit, l'artère coronaire droite est à proximité immédiate, et ça provoquait du spasme. Ça n'a pas abouti à un infarctus, c'était réversible, mais il faut faire attention. Ça génère des bulles qui peuvent migrer dans le cerveau. Là aussi, le mécanisme n'est pas parfaitement bien élucidé. On cite l'hypothèse de l'électrolyse. Avec un Doppler transcrânien, on a vu la migration de ces bulles, mais ça génère des embolies cérébrales silencieuses. Et je rappelle que quand on a commencé à faire la radiofréquence, il en était exactement la même chose. C'était soit des bulles, on retrouvait quand on faisait une IRM cérébrale systématiquement après ablation, on voyait quand même des lacunes. Et quelle que soit la technique d'ailleurs, et même nos patients qu'on envoie en chirurgie qui ont une CEC, donc les chirurgiens quand ils font une IRM cérébrale, après CEC, on a ces lésions cérébrales. Personne ne sait leur pronostic sur le long terme. Aujourd'hui, avec le PFA, elles existent dans un bon pourcentage de cas, mais elles sont silencieuses. Alors, est-ce que le fait de rajouter un système 3D, est-ce que ça améliore la procédure? L'étude a été faite. Vous voyez en bleu ici, le P ne sort pas significatif. Donc, qu'on rajoute un système 3D ou pas, ça ne change strictement rien. Nous, sur une FA paroxystique où on va juste isoler les veines pulmonaires, on fait avec PFA, un cathéter, pas de sinus coronaire, rien du tout, et on s'en va. Alors, un cas clinique, rapidement, 68 ans, une patiente à qui j'avais fait moi-même une cryoablation en 2014. À l'époque, j'y allais juste comme locum, et donc elle est restée tranquille jusqu'en 2018, où elle a présenté un flotteur atrial atypique. Et au fait, c'était une reconnexion au niveau de la veine pulmonaire supérieure gauche. Il y avait 2 gaps qui généraient ce flotteur. Et donc, on l'a ablaté avec radiofréquence. Et cette année, elle est revenue en alternant une FA et flotteur. Et donc, on l'a prise. Vous voyez en rouge en bas les signaux. C'est le flotteur atypique qu'elle présentait. On a fait la cartographie. Je la fais courte. Au fait, c'est dommage, la carte de propagation ne marche pas. Mais c'était une ligne au niveau du toit. Et vous voyez ici, quand on délivre la fréquence avec ce flower, en fleur, vous voyez, le flotteur, il disparaît très, très rapidement. Avant, pour ablater une ligne de toit, ça prenait quand même pas mal de temps pour arrêter ce genre d'arythmie. Et comme elle a fait de l'AFA aussi, on a complété par une isolation du mur postérieur. Et vous voyez, on balade, c'est une technique d'overlap, de chevauchement avec le cathéter pour aboutir à ça. L'image ici à gauche, c'est avant ablation et à droite, c'est après ablation. Ça fait 8 mois sans antiarythmique. Elle est tranquille, elle n'a pas présenté de récidive. Mais on a montré récemment, une étude très récente, que le mur postérieur, même s'il est parfaitement isolé, ça peut se reconnecter. L'insuffisance rénale, je vous ai dit, on crée une hémolyse, donc ça peut générer une atteinte rénale aiguë. Alors, elle a été, pour faire l'histoire courte,
et les corréler directement au nombre d'applications qui sont données. Sur une FA paroxystique, on se limite à peu près à 8 x 4, 32 lésions, 32 applications. On ne voit pas cette hémolyse, on ne voit pas cette insuffisance rénale aiguë. C'est quand on commence à faire beaucoup de lésions qu'on expose le patient à ce risque-là. Et le cut-off aujourd'hui, c'est de ne pas dépasser 70 applications au total dans l'oreillette gauche pour ne pas exposer le patient à ce risque-là. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir ça? Je passe très rapidement. L'équipe d'Andrea Nathalie avait regardé ça. Et en réalité, voilà, pour prévenir, au fait, ils avaient fait 2 groupes. Un premier groupe où ils n'ont pas fait de réhydratation après l'ablation. Il y a un groupe où ils ont donné 2 litres de sérum salé en post-ablation. Et au fait, le groupe qui a été réhydraté correctement n'a pas présenté sur d'insuffisance rénale aiguë. Donc, c'est quelque chose que l'on peut prévenir. Et il est faux de croire que ça se voit uniquement avec le PFA. Vous regardez ici même, c'est le PFA qui génère le moins d'insuffisance rénale aiguë. La seule précaution, c'est de ne pas délivrer des lésions extensives. Il faut savoir se limiter aux alentours de 50, 60, 65, en tout cas pas plus de 70, même sur une FA persistante. C'est ma dernière diapo. On dispose aujourd'hui d'un outil vraiment extraordinaire. C'était l'outil rêvé de l'électrophysiologiste. Sa performance, elle est excellente en termes d'isolation des veines pulmonaires. La durée dans l'oreillette gauche, encore une fois, c'est en 15 minutes, on retire le cathéter. Vous savez, pour qu'une technique, n'importe quelle soit en médecine, si on veut qu'elle soit utilisée largement, il faut qu'elle soit simple et reproductible, c'est-à-dire je la fais moi ou le docteur Sama ici en Tunisie, il faut qu'on ait les mêmes résultats et cet outil permet cette caractéristique-là. La sécurité est là, notamment pas de lésion de l'œsophage, pas de lésion du nerf phrénique. Les cathéters sont en train d'être affinés parce que là, vous voyez, on ne peut pas faire encore de lésions focales, de lésions linéaires, mais c'est en train d'arriver. Encore, PFA et PFA, ça dépend des cathéters, donc méfiance, il faut toujours une courbe d'apprentissage. La signification des embolies cérébrales silencieuses, pour le moment, on n'a aucune idée, mais ça s'est vu avec la cryo, ça se voit avec la CEC, avec la radiofréquence. Je terminerai pour dire que l'avenir, c'est surtout le ventricule, parce que l'affaire au niveau de l'oreillette est quasiment pliée, mais c'est surtout les TV cicatriciels. Et là, il y a des travaux qui sont très encourageants. Pour le moment, on n'est pas encore passé, on attend la publication des études. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour ce bel tour d'horizon autour du PFA, c'est magnifique. Est-ce que vous continuez à isoler les veines par la radiofréquence? Est-ce qu'il y en a encore de la place? Non. La réponse, c'est clairement non. Au fait, ça fait un moment qu'on a arrêté la radiofréquence et puis je dois avouer même la cryo, voilà, on a arrêté. On fait avec... au fait, c'est sécuritaire, je le dis en toute honnêteté, quand je fais ça, il y a des patients qu'on a fait en ambulatoire, hein, ils sont sortis le jour même, je rentre le soir, je suis tranquille, enfin, il n'y a pas de phrénique, il n'y a pas d'œsophage, il n'y a rien. Enfin, en termes de sécurité, c'est exceptionnel. Est-ce qu'il y a des questions? C'est Benram. Merci. Merci beaucoup. Je me dis, c'est vraiment très agréable. Bravo pour ta conférence, ton tour d'horizon. C'est toujours un plaisir de t'entendre. C'est très pédagogique, très didactique. Alors, j'aurais 2 petites questions, si tu permets. Alors, la première, tu nous as bien convaincus avec toute la littérature qui commence à devenir abondante dans ce domaine. Néanmoins, quand tu vois le consensus ERA 2024, avril, fin août ESC 2024, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de recommandations et c'est écrit d'une façon très timide. Voilà, il présente l'étude Advent sans aucun commentaire, sans plus. Donc ça m'étonne un petit peu. Pourquoi est-ce que le PFA ne figure pas encore officiellement dans les recommandations? Alors, la deuxième question, quelle est la différence de prix, que ce soit en Arabie Saoudite ou en France,
entre l'ablation conventionnelle et le PFA? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Au fait, ce qui freine, effectivement, c'est le prix. Le prix reste excessif parce que aujourd'hui, c'est Boston Scientific qui ont le PFA. Et donc, il n'y a pas de concurrence au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'avec l'arrivée de la concurrence, tu as bien vu le nombre de cathéters, je pense que les prix vont baisser et l'affaire va se démocratiser. Mais ça reste cher. Ça reste cher, je l'avoue. Voilà. Mais pour obtenir la sécurité, il y a toujours un prix à payer. Voilà, c'est cher. Mais je suis convaincu que ça va baisser. Et au fait, ta remarque sur les recommandations, au fait, ceux-là même qui ont rédigé ces recommandations, au fait, on s'est rencontrés en Suisse dernièrement et on avait discuté. Au fait, ils utilisent l'argue à main nue, le PFA. Et au fait, ils n'ont pas voulu précipiter les choses. Pour ta deuxième question, c'est le prix qui est exorbitant. Et ils avaient discuté avec les différentes sociétés pour réduire le prix. Et tant que ce n'est pas là, je pense que ça constitue un frein. Mais il n'y a pas de raison scientifique vraiment pour pas que ça figure dans la panoplie de ce que l'on dispose actuellement pour traiter nos patients en F1. Bravo Nejmeddine pour cette belle tour d'horizon sur la PFA, une énergie innovante et promoteuse. Une question classique, bien sûr on a vu le cerveau par l'IRM après ablation, et est-ce qu'on a revu la mécanique atriale après isolation des veines? Alors ça c'est une très bonne question. Au fait, si la question réfère à la rigidité atriale, le syndrome de rigidité atriale post-ablation, parce que comme le système est sécuritaire, on ose délivrer pas mal de lésions. Et donc le syndrome de rigidité atriale se voit beaucoup avec la radiofréquence, moins avec la cryo. Et il semblerait beaucoup moins, ça reste à prouver, mais ils l'ont fait avec le strain. Il y a des études de strain atrial qui ont montré qu'on fait moins de dégâts avec le PFA concernant la contraction atriale. Et donc l'oreillette conserverait, à condition que ce soit confirmé par d'autres études, conserverait sa contractilité. C'est pour ça, tu as vu, au fait, c'est des lésions très étendues, ce qu'on fait sur le mur postérieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, je vais me permettre de poser une question. C'est Nejmeddine. Comment vous faites sur le plan pratique? Est-ce que vous faites l'isolation des veines chez tout le monde, seulement ça, ou vous faites PVI+, c'est-à-dire est-ce que vous rajoutez d'autres lésions et pour quel type de patient? Comment vous programmez votre activité en fait? Alors, très bonne question. FA paroxystique, on fait les veines pulmonaires, on s'en va. Moins d'1 heure et l'affaire est entendue. FA persistante, moins de 6 mois, pareil, on fait les veines pulmonaires. Au fait, pour être honnête, ce qu'on a commencé à faire, parce que je vous ai dit, on délivre 8 lésions par veine, ce n'est pas tout à fait vrai. Au fait, on délivre un peu plus. Sur les veines supérieures, on délivre un peu plus de lésions, on délivre 12 lésions. Et on essaye d'aller vraiment dans la région postérieure des veines pulmonaires parce que c'est là où ça reconnecte le plus. Un deuxième, puisque la question est posée, une deuxième astuce, et ça on l'a appris avec le temps, tu sais, le ridge, la région entre la veine pulmonaire supérieure gauche et l'auricule, elle est très elle est très arythmogène, et donc c'est la partie qui est la plus difficile à isoler. Au fait, ce que l'on fait aujourd'hui, on rentre un peu dans la veine pulmonaire supérieure gauche, on déploie, mais pas complètement basket, quelque chose vraiment d'intermédiaire pour toucher le ridge, pour vraiment isoler cette partie-là. Et donc, on le fait sur les persistantes, pas de longue durée. Dès qu'on a affaire à une persistante qui a duré plus de 6 mois, aujourd'hui, on fait le mur postérieur. On n'hésite pas à faire le mur postérieur. Pour les patients qui récidivent après PFA, qu'est-ce que vous faites? Alors, au fait, le PFA pourrait... j'ai montré sur le mécanisme du PFA.
ça a été vendu initialement pour donner des lésions irréversibles. Oui, ça peut être irréversible à condition d'utiliser une intensité élevée. Mais si on veut préserver les structures de voisinage, ben, il faut diminuer, il y a un compromis. Et donc, quand ça reconnecte parce que la lésion était réversible, l'énergie délivrée à ce niveau n'était pas suffisante. Et on est en train de définir, tu as vu le travail qui s'est intéressé à veine par veine, juste pour voir les endroits qui nous gênent. Et l'histoire dont j'ai parlé de Ridge, je pense que c'est une zone qui est très arythmogène et effectivement, il faudrait faire cela. On les reprend, pour répondre à ta question, on les reprend avec PFA. Aujourd'hui, je touche du bois, on a fait quand même un nombre assez conséquent. Au fait, on a eu 2 récidives sur des FA persistantes et c'était des reconnexions des veines supérieures. Je peux vous poser une question. Quel est le cut-off de la dilatation de l'oreillette gauche à partir duquel vous dites non, je ne vais pas y aller devant cette FA et je vais admettre que c'est une FA permanente et je ne vais pas toucher? Très bonne question. Et je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la réponse. En rythmologie, on est resté. S'il y a un domaine où on est resté en retard, c'est que quand tu regardes dans les recommandations, on raisonne toujours en diamètre antéro-postérieur. Et au fait, aujourd'hui, les échographistes te disent qu'il faut considérer la surface. Et les IRMistes te disent non, il faut considérer le volume et même le volume indexé. Et donc, ça devient une histoire très compliquée. Au fait, quand une oreillette gauche est très dilatée, c'est qu'on a affaire à une FA persistante de très longue durée. Généralement, ces FA ne sont pas rapides. Honnêtement, je ne les touche pas. Si vraiment les patients sont asymptomatiques et il n'y a pas de retentissement sur la fonction VG, je leur laisse une paix royale, à condition de contrôler la fréquence. Quand l'oreillette est pléthorique. Mais je n'ai pas de cut-off vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. Même sur les recommandations, tu ne l'as pas. Mais si j'ai une oreillette quand même qui est assez dilatée, mais le patient il est vraiment symptomatique, demandeur, est-ce que l'électroporation peut résoudre, parce que on a un ami qui travaille dans une équipe en France et qui a dit qu'on a même reculé en arrière chez des patients à qui on a recusé l'ablation et on a retourné avec cette technique chez ces patients-là et ils ont de très bons résultats avec l'électroporation. C'est vrai, s'il est symptomatique et s'il y a une fonction VG qui commence à s'altérer, j'irai. Hein. Et au fait, quand on discute avec les chirurgiens, eux, ils n'ont pas de limite sur les ablations chirurgicales, à condition de faire un maze, mais un vrai maze avec le box, etc. Au fait, ils ablatent même des oreillettes très pléthoriques. Et c'est pour ça, dans les recommandations, l'ablation chirurgicale a été upgradée comme tu l'as vu. Donc, ça dépend des symptômes et de la fonction VG. Très bien. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette très belle session. Merci beaucoup pour l'intervention. Une excellente présentation. Et on va céder la place pour le symposium suivant avec les laboratoires Terra. Merci beaucoup.